Mesdames et messieurs, avant de reprendre nos travaux cet après-midi, un petit message d'ordre logistique. Les casques fonctionnent avec le petit boîtier qui se trouve à côté du casque et non pas en le branchant sur la console devant vous. Donc il faut que vous preniez également un boîtier si vous voulez accéder à l'interprétariat pour l'intervention de Madame Esposito. Bien, donc j'ai le plaisir de reprendre la parole après cette pause déjeuner pour continuer à aborder notre sujet du jour, à savoir la lutte contre la corruption dans les réseaux de criminalité organisée et en lien avec la criminalité organisée. Et cet après-midi, nous allons avoir la chance de continuer sur des choses qui ont déjà été abordées ce matin, à savoir la dimension nécessairement internationale de ce type de phénomène, en abordant des regards croisés sur le phénomène du lien entre la corruption et la criminalité organisée. Nous avons une table ronde très riche grâce à l'organisation de l'Alliance française anticorruption qui a réussi à faire appel à 3 institutions différentes, à savoir Europol, Eurojust et notre collègue qui interviendra en ligne, Madame Liana Esposito, procureure adjoint anti-mafia en poste à Rome. Une table ronde qui va nous permettre d'aborder je dirais la criminalité organisée et la corruption sous un angle européen, mais également international. L'un des intervenants ce matin disait à quel point le rôle d'Europol allait bien au-delà des simples limites du territoire européen. Et je dirais qu'Eurojust a également développé ces dernières années un nombre de partenariats très importants en dehors de la sphère simplement européenne. Je vais commencer par introduire notre première intervenante, Madame Liana Esposito, donc procureure adjointe antimafia en Italie, en poste à Rome, magistrate depuis 1997. Elle est spécialiste des questions en lien avec la saisie-confiscation des avoirs criminels. Elle a une grande expérience dans le suivi des dossiers contre la Camorra et elle est également représentante pour le ministère italien dans des instances telles que le GAFI. Nos 2 autres intervenants sont 2 collègues français, Monsieur Vincent Jamin, magistrat, passé par le parquet de Lille, puis la direction des affaires criminelles et des grâces. Il est à Eurojust maintenant depuis pas mal d'années, avec une casquette intéressante puisqu'il est directeur administratif d'Eurojust, mais avant cela, il a été notamment chef des opérations et est un grand spécialiste de l'équipe commune d'enquête. Et puis, Monsieur le général Jean-Louis Lecouf, qui lui, évidemment,
a connu un parcours d'opérationnel comme beaucoup de gendarmes, puisqu'il a été à la SR de Versailles, il a été chef de groupement en Isère, chef de région Languedoc-Roussillon, et il a été en charge de la police judiciaire de la gendarmerie nationale pendant plusieurs années, avant de devenir directeur exécutif à Europol. Je vais immédiatement céder la parole à notre première intervenante, Madame Liana Esposito, et dans le cadre de ces regards croisés, je vais lui demander si elle m'entend bien en ligne déjà, et si... Buongiorno, dottoressa. Et si elle peut nous faire une présentation du parquet national antimafia italien et nous expliquer à quel point cette institution est importante pour la coordination en matière d'enquête à un niveau national. Je vous cède la parole immédiatement, Madame Esposito. Merci. Buongiorno, mi sentite? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Mi sentite? Sì? Est-ce que vous m'entendez? J'espère. Vi ringrazio per l'invito e vi porto i saluti più cordiali del procuratore nazionale antimafia, dottor Melillo, che aveva precedenti impegni e non ha potuto partecipare. Io ho preparato delle slide in modo da rendere più agevole la comprensione della complessità del nostro sistema. Provo a partire con la condivisione. Je lance le partage. Vedete bene lo schermo? Est-ce que vous voyez l'écran? Sì. À l'écran, est-ce que vous voyez Allora mon io diapo? parto con quella che è la descrizione del ruolo e dei compiti della Direzione Nazionale Antimafia. Devo fare una premessa, non avendo partecipato ai lavori di questa mattina. La Direzione Nazionale Antimafia si occupa di reati di mafia, ma trattiamo anche reati di corruzione, atteso che la mafia ha sempre fondato il suo potere sia sulla violenza sia sull'accordo corruttivo, a seconda dei momenti e delle circostanze. Il metodo corruttivo è meno evidente, ma spesso è più conveniente. Il metodo corruttivo espone le organizzazioni mafiose a minori rischi penali, ma è indispensabile innanzitutto nello svolgimento dei traffici. Ad esempio è importante corrompere funzionari infedeli, doganieri, per consentire il passaggio degli stupefacenti nei porti e negli aeroporti. Negli appalti pubblici è essenziale la corruzione durante la preparazione, la selezione o l'aggiudicazione delle gare. Il riciclaggio richiede l'intervento compiacente e infedele di operatori bancari e istituzionali, operatori di giustizia infedeli riferiscono notizie segrete su procedimenti penali in corso, funzionari amministrativi o politici corrotti consentono alle organizzazioni mafiose di intervenire e di interferire nelle scelte politiche. Il nostro paese ha affrontato una grossa, pesante guerra di mafia che ha prodotto, ha causato oltre 1000 vittime innocenti, tra cui poliziotti, magistrati, sacerdoti, giornalisti, politici e persone comuni. Tutto ciò ha determinato
negli anni 80 e soprattutto 90 una presa di coscienza culturale e sociale della gravità del fenomeno e ha determinato l'adozione di importanti riforme. Tra queste, il nostro sistema di contrasto al crimine mafioso si basa sull'introduzione dell'articolo 416 bis e 416 ter, sull'investimento in innovazioni tecnologiche, sul coordinamento investigativo, sul contrasto patrimoniale e sulla cooperazione internazionale, sia investigativa sia giudiziaria. Il 416 bis è importante perché aggiunge ai requisiti per le organizzazioni criminali due requisiti: il metodo mafioso, ossia l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omertà delle vittime e soprattutto la finalità dei reati e delle organizzazioni, che è quella di acquisire il controllo di attività economiche, concessioni, appalti, servizi pubblici, ostacolare il voto e procurare voti in cambio della disponibilità a soddisfare interessi o esigenze della mafia. Come vedete, nei requisiti del 416 bis ci sono molte delle attività tipicamente corruttive. Il secondo requisito, il più importante, il secondo strumento è quello del coordinamento investigativo. Giovanni Falcone disse: la lotta alla mafia non può fermarsi a una sola stanza, deve coinvolgere l'intero palazzo. All'opera del muratore che abbatte pareti deve affiancarsi quella dell'ingegnere che comprende quali sono le travi portanti e i pilastri del palazzo. Questo ha determinato la sua idea di realizzazione di istituzione della Direzione Nazionale Antimafia, centrale a Roma, e insieme a lei di 26 direzioni distrettuali antimafia, più o meno coincidenti con le province italiane. Il mio ufficio si occupa non solo di reati di mafia, ma anche di seguito di terrorismo e di reati informatici. Qual è l'obiettivo che aveva di mira Giovanni Falcone? Concentrare le indagini in materia di mafia in strutture altamente qualificate con magistrati con una professionalità specifica e individuare nella direzione nazionale il centro del coordinamento e dell'impulso investigativo. Questo significa che il procuratore nazionale coordina le indagini delle direzioni distrettuali quando ve ne sono i presupposti e dà impulso a quelle stesse indagini. Il coordinamento dipende dai magistrati della Procura Nazionale che svolgono un'azione di collegamento tra le singole procure distrettuali e la sede centrale, acquisendo notizie di procedimenti
ed altri qui elementi recueille des utili. éléments qui servent Si à elaborano instruire les procédures notizie, et si d'autres éléments elaborano utiles. On informazioni. élabore Quando des c'è notes, des inerzia o c'è informations, difficoltà et delle lorsque singole procure distrettuali, les il parquets des procedimento districts può ont des essere difficultés, avvocato e il est trattato dalla possible de Direzione décider que Nazionale la Antimafia. procédure soit gérée directement In più, par la il direction procuratore centrale nationale. esprime D'autre parere part, le quando vi è un procureur contrasto di competenza tra i donne un diversi avis uffici lorsqu'il y a des distrettuali. conflits de compétences Il mio entre ufficio accede des ai bureaux registri de delle district notizie di différents. Mon reato, bureau sia accède au anche registre quelle delle misure di des prevenzione. informations Sono le concernant des nostre infractions confische et non également basate sulla aux condanna. mesures de prévention. Donc il s'agit de saisies qui ne sont pas basées sur des Esprimiamo un parere condamnations. obbligatorio nel caso di Nous devons costituzione di squadre émettre un investigative avis comuni obligatoire lorsque des e nel caso di operazioni sotto équipes communes copertura. d'enquête doivent être constituées lorsqu'il y a des Il opérations sous coordinamento si couverture. svolge attraverso La coordination riunioni s'explique à travers in des cui si réunions incontrano i procuratori où les distrettuali, procureurs de i district, sostituti les procureurs adjoints assegnati che trattano qui l'indagine, s'occupent des enquêtes la peuvent se polizia rencontrer. giudiziaria. Ci La si siede tutti polizia assieme giudiziaria attorno a un tavolo, est présente si aussi. scambiano le Lors de ces informazioni réunions, il y a un anche échange riservate, d'informations anche également lorsqu'il segrete. s'agit d'informations secrètes Il et confidentielles. procuratore, all'esito delle riunioni, À la può fin de ces réunions, impartire le procureur national specifiche peut donner direttive ai des procuratori instructions spécifiques distrettuali à chaque procureur per de coordinare district le afin de indagini, coordonner de façon efficace les per enquêtes risolvere et sovrapposizioni di afin de indagini. résoudre d'éventuels conflits de compétences concernant les L'obiettivo è enquêtes. quello di L'obiettivo è garantire évidemment celui il de migliore garantir impiego della polizia giudiziaria e la assicurare plus grande indagini efficacité de complete la police e judiciaire tempestive. afin de garantir des enquêtes complètes et qui Sostanzialmente s'expliquent sur des délais assez rapides. le mafie sono cambiate, La mafia, les non mafias hanno ont più changé una struttura au cours militare du temps. Elles n'ont plus locale, une structure militaire limitata locale a qui uno se limite specifico territorio. uniquement à un territoire donné. Le mafie sono delocalizzate Bien au contraire, les in tutta les Italia mafias sont e in délocalisées dans tutto tout le territoire italien il panorama et au internazionale. niveau international. È malheureusement. importante allora che Il est ciascun important ufficio alors que non chaque lavori bureau da solo, travaille en réseau. perché resterebbe isolato S'il travaillait e de non, façon non indépendante, il avrebbe resterait isolé, la il n'aurait completa pas un conoscenza cadre et del une vision gruppo complète criminoso che sta du groupe trattando. criminel. L'obiettivo quindi del coordinamento della DNA Donc, è di l'objectif mettere de assieme notre direction tutte nationale est de le, réunir tutti i dati investigativi toutes utili les données per arricchire le utiles aux indagini, fins des enquêtes afin per d'enrichir condividere les enquêtes, afin de partager d'autre la part direzione delle indagini, la direction des enquêtes. per moltiplicare le energie Il investigative, s'agit de per exploiter au evitare maximum les sovrapposizioni, énergies utilisées pour uffici les che enquêtes. Il s'agit agiscono d'éviter per loro des doublons, conto, con risultati éviter que certains in bureaux travaillent de contrasto tra façon loro, autonome en ayant parfois des résultats qui peuvent être per far contrastants. emergere il collegamento tra gruppi Il criminali faut e i loro de cette façon esponenti, pouvoir mettre en évidence le lien entre per des groupes ricostruire, come criminels diceva et Falcone, les le membres de trame ces groupes. della Il rete faut criminale. retrouver de cette façon la trame Solo des così, réseaux solo tutti criminels. assieme, o ciascuno secondo mettendo in doit donc comune il proprio partager bagaglio son di travail, conoscenza, partager ses connaissances avec si ce arriva a réseau. identificare de cette tutte façon, le cellule en delle travaillant en organizzazioni réseau, on va mafiose pouvoir arriver in Italia à e fuori identifier toutes dall'Italia les e cellules des anche i organisations loro mafieuses en legami Italie et con à altre l'extérieur de reti l'Italie, en criminali. mettant en évidence également leurs liens avec d'autres Il réseaux nostro criminels. ufficio funge da punto di contatto Notre con bureau est un Eurojust point de a contact questo scopo, avec Eurojust, in modo justement, da à ce fin. coordinare su un piano Il s'agit de nazionale le de coordonner, pardon, iniziative au niveau national, investigative les e initiatives giudiziarie degli altri uffici d'enquête europei. judiciaire des autres
ma ancora analizziamo i problemi giuridici e si lavora a linee guida e si coopera con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e i paesi terzi. Abbiamo istituito nuove sezioni, non solo più Camorra, 'Ndrangheta, Cosa Nostra. Oggi c'è anche la mafia albanese, la mafia nigeriana, le organizzazioni del Sud America, gruppo tratta e immigrazione. Per esempio, il nostro ufficio riesce ad acquisire notizia di cosiddette doppie intercettazioni, ossia due diversi uffici che intercettano lo stesso obiettivo. In questo caso ci attiviamo per mettere insieme i due uffici, per metterli in comunicazione tra loro, per farli dialogare e per farli lavorare meglio assieme. In tal senso esiste una banca dati aperta alle procure distrettuali e alla Direzione Nazionale Antimafia, in cui sono inserite tutte le informative di reato e anche tutti gli esiti giudiziari. Si tratta di più di 1,5 milioni di atti giudiziari. Questa banca dati è non solo implementata dei nuovi atti, ma è anche una banca dati che tende a ragionare per obiettivi e scopi, quindi si svolge l'analisi ed è collegata con la banca dati dell'Agenzia Fiscale, con l'Agenzia delle Dogane, con la motorizzazione, col registro delle imprese. I procuratori distrettuali hanno l'obbligo di inserire le informative di reato all'interno di questa banca dati, in modo da consentire il coordinamento precoce. Vado veloce, ancora l'ufficio fa parte dell'Agenzia Nazionale per la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. L'ufficio fa parte della Commissione centrale per i collaboratori e testimoni di giustizia. Fa parte del comitato per le grandi opere pubbliche, per reprimere i tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, e riceve tutte le rogatorie, sia le attive sia le passive, in modo da proseguire a livello internazionale il coordinamento. Giovanni Falcone diceva "follow the money". Ancora, quindi, il mio ufficio ha l'iniziativa nelle confische non basate sulla condanna e nelle segnalazioni di origine sospetta dalle FIU che vengono lavorate sulla base della banca dati e restituite alle procure distrettuali per il loro approfondimento. L'ultima cosa che voglio dire, per non rubare troppo tempo, è che il mio ufficio ha negli ultimi anni stipulato diversi protocolli d'intesa anche con paesi extraeuropei, il Canada, l'Ecuador, la Colombia, l'Argentina. Si tratta di accordi basati anche questi sulla Convenzione di Palermo, che hanno come filosofia di fondo la necessità che le indagini siano coordinate non solo a livello di singola indagine, non solo a livello di progetto investigativo comune, ma per la creazione di un tavolo permanente di cooperazione.
une table de coopération L'idea è che permanente. solo guardandosi negli occhi, condividendo Uniquement en se rencontrant, valori, en partageant obiettivi, des valeurs, des objectifs, con una visione comune e seulement en ayant une condivisa vision delle partagée et indagini, commune si arriverà des ad, enquêtes, a- on ad pourra, acquisire à notre risultati avis, arriver migliori. à obtenir de meilleurs résultats. Io concludo perché non voglio Je rubare termine parce tempo, que je ne souhaite pas prendre trop de temps con aux autres intervenants. evidenziando che solo attraverso Mais je una tiens à forte préciser que specializzazione uniquement degli avec investigatori une e dei spécialisation magistrati, accrue des la enquêteurs et des circolazione magistrats delle et indagini, avec la circulation ed des éléments io des enquêtes, sarei contenta che voi poteste je pense qu'on assistere pourra a queste obtenir riunioni de di meilleurs résultats. J'aimerais bien coordinamento que vous nella puissiez sala Falcone, participer à ces réunions de vedere coordination qui procuratori ont dei lieu dans la diversi salle Falconet. distretti che si scambiano Vous pourriez notizie voir senza les gelosie, procureurs con la voglia des di différents condividere, districts qui con la s'échangent voglia di avere des infos risultati, è una sans cosa problème, avec sinceramente une envie partagée affascinante. d'obtenir de bons résultats. C'est quelque E chose de vraiment dicevo, fascinant. à mon anche avis. attraverso poi il contrasto ai patrimoni illeciti, Et solo d'autre in part, questo avec modo si l'adoption de riesce mesures de ad saisie acquisire dei des patrimoines risultati obtenus de façon illicite, on importanti peut nel arriver à contrasto al obtenir crimine de bons résultats organizzato. dans la lutte contre Grazie. la criminalité organisée. Merci. Grazie dottoressa Esposito. Nous étions justement en train de parler de coordination et d'importance de la coopération, que ce soit sur un plan national ou un plan européen. Monsieur Jamin, à votre avis, quels sont les besoins et les difficultés particulières en matière de coopération judiciaire que vous avez réussi à identifier dans les dossiers dont vous avez eu à connaître à Eurojust? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Grazie anche di questo Anticorruption. invito dell'Agenzia francese Pour répondre anticorruzione. à votre question, Per je commencerai rispondere alla sua par domanda inizierei une première idée pour dire que con la prima le idea, nombre de ovvero dossiers il numero qui sont di soumis par les autorités nationales à Eurojust en matière de corruption est en augmentation régulière. Entre 2020 et 2024, on a eu l'ouverture à Eurojust de 423 nouveaux dossiers du chef de corruption. D'une année sur l'autre, ça correspond à peu près, en tout cas entre 2023 et 2024, à une augmentation d'à peu près 30%. Et pour donner une idée par rapport à l'évolution générale du nombre de dossiers transférés à Eurojust, l'évolution générale c'est 10 à 15% par an. Donc l'évolution est plus significative en matière de dossiers de corruption. Alors bien sûr, ce nombre doit être mis en relation aussi avec l'ensemble des dossiers qui sont soumis à Eurojust. Et ils sont bien plus nombreux. En réalité, la corruption représente une relativement faible proportion du nombre total de dossiers. Mais ça résulte aussi de la complexité particulière des dossiers de corruption qui sont soumis à Eurojust, sur lesquels je reviendrai. Donc, les dossiers dont il s'agit, le plus souvent, ce sont des dossiers qui sont complexes. Ce sont des dossiers qui, par nature, sont de nature multilatérale. Il faut intervenir plus de deux pays, mais des pays multiples au sein de l'Union européenne et au-delà de l'Union européenne. Ce sont des dossiers dans lesquels, bien évidemment, il est des questions de flux financiers rapides d'un pays à l'autre, que Eurojust peut contribuer à stopper et à geler. Je parlais d'une dimension internationale marquée. Dans les dossiers que je décrivais, ces 423 dossiers, ils représentent 42 pays impliqués au total. Une partie significative de ces pays se trouvant situés en dehors des limites de l'Union européenne. Vous l'avez déjà indiqué, la coopération au-delà de l'Union européenne est essentielle en matière de coopération judiciaire dans les dossiers de corruption. C'est un domaine dans lequel Eurojust et Europol désormais proposent des solutions. Les collègues qui saisissent Eurojust ne s'adressent pas à Eurojust exclusivement pour faciliter la coopération avec leurs homologues européens, mais bien évidemment la
apre alla cooperazione internazionale. Eurojust a un réseau de points de contact à travers plus de C'è un 60 punto di reti, pays à c'è travers le monde. Nous avons aussi dans les locaux una grande d'Eurojust des rete di procureurs de punti di liaison qui facilitent contatto con la degli coopération de ufficiali di manière collegamento très che efficace. facilitano una cooperazione Pour donner in modo une molto idée, efficace. Per depuis darvi un'idea, l'arrivée à Eurojust il y a quelques années d'un procureur de liaison pour da la Suisse, quando è ça a changé arrivato un complètement procuratore di la, collegamento per la la physionomie de Svizzera la qualche anno coopération fa, la cooperazione ha dont cambiato peuvent bénéficier les totalmente collègues avec un pays fisionomia. comme la Suisse. Dans un dossier comme In un ceux de la fascicolo FIFA, come en quello della particulier ces FIFA, dernières per années, esempio, negli la ultimi Suisse a joué anni la un rôle Svizzera particulièrement ha important. svolto un ruolo decisamente importante. C'est une problématique bien évidemment qui est commune à la Si corruption tratta et di au una blanchiment, problematica l'implication d'États tiers à comune l'Union européenne. tra Euh, riciclaggio Bien e évidemment, corruzione, la des partecipazione liens dei stati avec des liens terzi. très Ci prégnants sono avec la dei criminalité organisée. collegamenti forti con la criminalità C'est organizzata. une évidence de le dire, mais Sembra quasi ovvio les réseaux de criminalité dirlo, ma organisée le reti di reposent sur un modèle criminalità économique organizzata si particulièrement agile fondano sul et la corruption modello constitue operativo l'un des leviers particolarmente agile e la cooperazione è de leur una action. delle leve che On parle utilizzano. souvent notamment Si parla spesso des afflux de trafic de stupéfiants à travers les ports, dell'afflusso situés à di Rotterdam, à Anvers. stupefacenti L'expérience des praticiens attraverso dans ce i domaine-là porti, montre per que esempio l'action Rotterdam, des réseaux e in criminels effetti organisés è stato consiste mostrata che effectivement à identifier extrêmement rapidement le l'idea è maillon quella di faible identificare de la molto chaîne molto pour rapidamente l'anello debole di tutta la recourir à la catena corruption. per Quelles sont poi les operare difficultés naturalmente in particulières de queste coopération bande judiciaire criminali rencontrées? J'en attraverso citerai appunto deux. questo anello debole. La première, Allora, c'est pas un poi problème qui n'est pas nouveau, qui bien diciamo évidemment che s'observe si aussi au tratta di niveau un national, problema non nuovo c'est des che difficultés de si détection de svolge a l'infraction livello de nazionale, corruption. cioè individuare Au niveau l'azione di corruzione international, au è niveau una cosa européen, difficile. ça A se livello traduit par internazionale e europeo questo une significa sensibilité ou une sensibilité particulière liée à avere l'échange una d'informations. sensibilità, Bien évidemment, una les affaires de sensibilità corruption ont une particolare nello scambio di sensibilité informazioni. particulière Allora, certo che queste et informazioni sono on molto peut sensibili observer e quindi abbiamo potuto osservare une tendance una des services tendenza nationaux dei à avoir servizi besoin de se connaître, à établir une nazionali confiance a minimale avant de commencer à échanger. doversi collegare prima ad avere quelque un chose qui minimo di existe dans fiducia tous les dossiers per poi d'Eurojust operare. à Questo connaître, mais qui est esiste in particulièrement tutti i prégnant dans les dossiers de fascicoli di Il Eurojust, faut ma che établir riguarda soprattutto la cooperazione, cioè stabilire première étape prima un livello avant di de pouvoir fiducia come aller prima plus loin. tappa Bien per évidemment, les poi réunions de andare coordination oltre. qui sont organisées à Eurojust sont un moyen privilégié pour Naturalmente établir Eurojust cette ha confiance particulière collegamenti nécessaire dans les dossiers de corruption. privilegiati per stabilire L'une questa des fiducia. difficultés particulières Una liées à delle cet échange d'informations et à la difficoltà legate a sensibilité de questo scambio di l'information, informazione e alla c'est sensibilità la confidentialité des dell'informazione è la investigations riservatezza et delle indagini les étapes de la procédure auxquelles le tappe les éléments della doivent procedura communiquer à la défense. Ça, c'est une difficulté i traditionnelle, dati typique verranno dans les dossiers internationaux. trasmessi. À Ecco, quel questo è moment tipico, cioè les exigences quando le procédurales esigenze respectives procedurali requièrent la communication rispettive des tra éléments à la stati défense. richiedono la Notamment dans le cas des équipes comunicazione communes degli elementi d'enquête, alla c'est difesa. un élément particulièrement Ecco, questo è un important elemento sur particolarmente lequel il faut importante se mettre su d'accord cui dès le départ. naturalmente bisogna mettersi d'accordo fin da Autre subito. difficulté, Un'altra difficoltà elle tient à un problème qui est bien identifié depuis sta nel quelques années. fatto, Ça piuttosto un tient à problema, cioè l'absence de véritable définition internationale stabilito, reconnue cioè che non c'è una de l'infraction definizione de internazionale corruption. riconosciuta del Comme vous le reato savez, di les corruzione. conventions Come internationales sapete, le dont convenzioni nous disposons à ce stade internazionali che abbiamo présentent je dirais une image relativement fragmentée, presentano un'immagine malgré tous les efforts qui ont été faits dans ce frammentata, domaine-là, nonostante les tutti conventions gli du Conseil de l'Europe, sforzi in la convention de materia l'OCDE sur la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, la convention de Mérida aussi qui est établie, qui est vraiment une convention universelle sur le sujet et qui repose très largement sur une casuistique d'infraction pénale et plutôt que sur des définitions communes. Cette représentation d'un ensemble de conventions internationales pour lesquelles nous sommes dépendants d'une ratification par les différents États et pour lesquelles il faut que ces instruments internationaux soient transposés dans les législations internes, crée une difficulté potentielle de double incrimination qui a très largement été résolue au sein de l'Union européenne et dans les rapports entre États membres de l'Union européenne et États tiers, ça che nei peut rapporti con gli stati terzi une invece può costituire difficulté. sempre una difficoltà. Je vous propose de m'arrêter là et peut-être Io mi de fermerei rentrer qui ensuite e plus poi dans le magari sujet entro sur maggiormente ce que nei dettagli
comme solution une institution comme celle d'Eurojust. Merci Monsieur Jamin. Vous parlez du nombre de dossiers en augmentation à Eurojust. Alors, ça paraît une évidence, le phénomène augmente, mais pour reprendre ce que disent les rapports récents d'Europol et qui sont régulièrement repris par un grand nombre d'institutions, vous indiquez, en général, dans les rapports Europol, que 60% des réseaux de criminalité organisée usent de la corruption, que 70% d'entre eux mènent des actions de blanchiment de capitaux. Comment parvenez-vous à cette évaluation de l'état de la menace en matière de corruption au sein des réseaux de criminalité organisée? Oui, merci pour me donner la parole et merci de m'avoir invité Europol à prendre la parole. Bon, je rappelle juste en 2 mots que Europol est donc l'Agence européenne pour la coopération des services répressifs, qu'elle n'a pas de pouvoir exécutif, elle appuie l'action des services d'investigation des différents États membres, police, gendarmerie, douane, dans leurs enquêtes. Elle est aussi un centre de coopération internationale, elle est basée à La Haye, aux Pays-Bas, et dans les locaux d'Eurojust, à l'état-major, nous avons des officiers de liaison également, qui viennent aujourd'hui, ils sont à peu près 300 aujourd'hui, et ils viennent de 54 pays, les 27 européens, plus un certain nombre qui ont des accords avec nous. Ça fait de Europol un centre dans lequel les informations s'échangent de façon très régulière, je dirais, et à la fois institutionnelle et à la fois informelle. Alors, pour répondre à votre question, en fait, le premier chiffre qui a été sorti, il date d'un document qu'on émet tous les 4 ans, qui est l'évaluation de la menace criminelle en Europe, en anglais le SOCTA, Serious Organized Crime Threat Assessment, l'édition de 2021 qui avait été largement basée en fait sur les observations des 4 années précédentes et en particulier l'interception des messageries cryptées qui a été un vrai game changer, comme on dit en bon français, en 2020 avec la messagerie EncroChat, puis avec la messagerie SkyECC, nous ont montré en fait l'ampleur incroyable de l'utilisation de la corruption par les réseaux criminels, à tel point que le SOCTA 2021, son sous-titre, c'était Corrupting Influence, des réseaux qui donc avec une influence corruptive. Et c'est là où on avait sorti ce chiffre de 60% qui était basé sur les observations des enquêtes qu'on avait pu conduire et puis aussi les questionnaires qui sont régulièrement envoyés pour bâtir ce rapport aux différents États membres et aux États tiers aussi qui participent en nous communiquant des informations. On est en train de travailler aujourd'hui sur la prochaine version du SOCTA 2025 et pour vous donner une idée, on a reçu à peu près 1800 questions, on a envoyé et reçu à peu près 1800 questionnaires, plus tout ce qu'on observe dans l'agence en matière de lutte contre la corruption. Et comme je le disais, le véritable choc, ce qui a secoué le cocotier, on pourrait dire, c'est vraiment l'interception des messageries cryptées où on a vu en clair, avec des photos, avec des gens identifiés, comment en fait le crime organisé avait, en plus de la violence dont on savait qu'ils usaient et dont on voit les effets, je dirais, de façon très visible dans la société jusqu'à ces dernières semaines en France et en Europe. Là, évidemment, on a compris, comme disait Madame le procureur de Paris ce matin, que c'est consubstantiel en fait de cette criminalité organisée, l'utilisation de la corruption. On l'a ressouligné d'ailleurs dans un rapport en avril 2023 qui était ciblé sur les 3 grands ports du nord de l'Europe, que sont Rotterdam, Anvers et Hambourg, qui a déclenché d'ailleurs une initiative européenne sur une alliance des ports européens
dans lequel aujourd'hui je crois qu'il y a une trentaine ou une quarantaine de ports qui sont partis. J'y reviendrai d'ailleurs parce qu'on offre aussi potentiellement des solutions pour essayer d'échapper à la corruption. Cet usage, il est systématique. Alors, quelques exemples. On a eu en 2021 une affaire en Espagne sur le port d'Algeciras qu'on a soutenu avec nos collègues espagnols suite à l'interception de ces messageries cryptées, où on a vu en fait que le port avait été quasiment la main mise du crime organisé sur le port pour pouvoir y débarquer en masse de la cocaïne. On avait des agents portuaires qui étaient compromis, des agents de contrôle, des douanes, des policiers. Il y avait tout un réseau qui avait été installé sur cette affaire. Elle a été particulièrement significative puisque on a saisi, je cherche les chiffres là, et c'est pour pas me tromper, c'est dans cette affaire-là, en dehors des arrestations, je crois 29 de têtes qui ont été faites, on a saisi 16 tonnes de cocaïne, c'est quand même un petit record, et je me souviens très bien des photos, 16,5 millions d'euros en espèces. En espèces, donc il y avait des sacs de... Et tout ça était protégé en fait par un dispositif de corruption qui touchait quasiment toutes les professions qui ont un lien plus ou moins avec le port. Et ça ne s'arrête pas, ça date de 2021, mais si vous regardez les communiqués de presse d'Europol, vous constaterez que le 25 novembre, c'est-à-dire la semaine dernière, on a soutenu une affaire importante avec plusieurs pays européens en Albanie, sur un réseau criminel albanais qui travaillait sur la lutte contre, qui travaillait sur l'importation de cocaïne en Europe. Et là, l'enquête s'est concentrée, encore une fois, liée à la messagerie SkyECC et à l'interception d'éléments dans cette messagerie, s'est concentrée sur le réseau et les criminels, mais aussi est allé chercher, en fait, tout ce qui était mis en place pour blanchir l'argent de la drogue. Et en particulier, il y a un ancien juge qui a été arrêté, un avocat, 2 policiers, 2 journalistes d'investigation. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est pour vous dire que personne n'est à l'abri. Et c'était une des constatations de ce matin, en tout cas et je pense que c'est un des vrais messages forts qu'on veut faire passer, c'est que aucune profession n'est spontanément à l'abri de se faire recruter, je dirais, par le crime organisé pour couvrir ses activités. Ces constatations, on les a aussi, je dirais, confirmées dans un récent rapport d'avril qui s'appelle Decoding the EU Most Threatening Criminal Networks, dont je vous ai amené un exemplaire ici, dans lequel, pareil, on a demandé aux États membres en particulier et à 17 États tiers de nous faire le recensement des réseaux criminels qu'ils connaissaient et sur quoi ils travaillaient. Donc vous avez tout un tas d'informations. Information principale, les chiffres clés qui ont été sortis quand on a sorti le rapport, c'est 821 réseaux criminels qui ont été identifiés, regroupant à peu près 35 000 criminels de 112 nationalités qui ont un impact plus ou moins important en Europe. Plutôt important d'ailleurs puisqu'ils sont dans la liste. Tout ça pour vous dire quoi? D'abord qu'on a réactualisé le chiffre du SOCTA. Aujourd'hui on est à 71% dans ce rapport-là des réseaux criminels qui utilisent la corruption comme un moyen quotidien de leur action. Donc ça ne va pas, le phénomène ne descend pas, il monte. Ce qui est quand même préoccupant. Et deuxième chose, je vous citais 35 000 criminels de tout poil, 112 nationalités. Ça veut dire que ces réseaux-là sont par nature internationaux. C'est-à-dire que le cadre national est évidemment un cadre pertinent pour avoir une action, mais qu'il n'est pas un cadre suffisant. Et qu'il faut aller impérativement sur ces dossiers à l'activité
au niveau international, parce que c'est absolument nécessaire si on veut, je dirais, extraire tous les membres de ces réseaux. On va sortir aussi, et je voulais y apporter aussi un petit éclairage, dans quelques jours, un nouveau rapport qui est la suite, en fait, qui est une des suites de ce rapport sur les réseaux criminels, qui est un rapport sur l'infiltration je l'ai en anglais, mais des fois il faut des structures légales de business, d'affaires, des compagnies légales. Donc il est là j'ai un exemplaire ici. C'est comment en fait les réseaux criminels non seulement corrompent les individus, mais corrompent les institutions, et en particulier dans le domaine des affaires, comment le crime organisé monte ses propres business. Alors, soit monte ses propres business, soit s'infiltre dans des business existants qui ont eu des difficultés. On a été en particulier très sensible à ça suite à l'affaire du Covid, à la période du Covid, où tout un tas de structures commerciales, entrepreneurs, travaux publics, etc. avaient des difficultés, recherchaient de l'argent, et on sait que des réseaux criminels ont mis de l'argent frais dans ces structures, petits services pour permettre à l'entreprise de continuer, le retour étant à un moment de couvrir les activités. Parfois même, on a des business qui sont montés de toutes pièces par des réseaux criminels pour couvrir leurs activités. Un exemple, les importations de fruits et légumes. Ce matin, il a été évoqué le port de Guayaquil en Équateur, grand exportateur de bananes. On sait qu'il y a tout un tas de structures criminelles, de réseaux criminels qui ont investi dans des organismes d'import-export de fruits et légumes pour pouvoir faire voyager des containers de bananes, par exemple, depuis l'Équateur jusqu'en Europe. Et dans des cargaisons de containers complets de bananes, vous trouvez, et on a des éléments clairs là-dessus, on a un groupe criminel dans une des affaires qui avait fait fabriquer des fausses bananes en plastique qui étaient remplies de cocaïne, qui passaient à travers les containers, et qui se retrouvaient en Europe, et on récupérait le container et on vidait les fausses bananes en plastique. Ces gens-là n'ont pas peur du travail pour récupérer ensuite le produit. Aujourd'hui, on a beaucoup de cocaïne aussi qui est importée, compressée dans un certain nombre de matériaux qui sont importés par container. Donc on voit bien que l'infiltration du business légal, c'est pour soit couvrir leurs activités, soit blanchir l'argent du trafic. Et là, je dirais, la corruption peut toucher tout un tas de professions, et en particulier des professions dans lesquelles on est censé avoir confiance, comme les professions du chiffre, les notaires, tous ces gens qui endossent des opérations au nom de l'État, plus ou moins, et sur lesquelles la corruption est susceptible de s'exercer pour qu'ils puissent conduire leur activité. Fourniture de moyens aussi, évidemment, les compagnies de transport, tout ce qui est la logistique est sensible, tout ce qui travaille en cash, c'est-à-dire tous les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, etc., c'est connu, peuvent être susceptibles d'être touchés par la corruption du crime organisé, les métiers de la construction, du traitement des déchets, etc. Donc il y a tout un tas de secteurs qui sont identifiés dans le rapport que je vous ai montré là et qui sortira bientôt, dans lesquels on a déterminé des fragilités, je dirais. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises de ces secteurs sont corrompues, bien évidemment, mais ça veut dire que le crime organisé peut cibler ces secteurs-là comme étant des secteurs d'intérêt pour couvrir leurs activités. Et je pense que cette infiltration du business légal, c'est une forme élaborée de la corruption des individus, qui ne s'applique pas non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales, et sur laquelle on
doit lutter. Je fais le lien rapidement avec notre collègue italienne, parce que pour lutter contre la mafia, nos collègues italiens ont mis en place tout un tas, et j'y reviendrai peut-être quand on parlera des solutions, de dispositifs administratifs de contrôle sur lesquels, je crois, il faut avoir un œil. Parce que quand on parle de prévention, c'est pas uniquement de la sensibilisation, etc., mais c'est aussi avoir des systèmes robustes, c'est-à-dire contrôlés, pour dans un certain nombre de professions ou de secteurs sensibles. Moi, j'ai toujours eu ça date d'un petit peu de mon passé en France, mais j'ai toujours eu, par exemple, beaucoup de réticence quand j'ai constaté que le nouveau système d'immatriculation des véhicules, qui est plus tellement nouveau, avait ouvert les accès aux garagistes, etc., dont on sait que pour certains, c'est offrir une passoire aux criminels. De la même façon que on cherche à simplifier tout un tas de démarches administratives, donc il ne faut plus fournir l'extrait de naissance, le truc, etc. Et en fait, on crée des fragilités que les criminels vont exploiter. Et on doit se poser des questions quand on veut prévenir la corruption, etc., sur les systèmes qu'on met en place. On y reviendra, puisqu'on parlait des fichiers ce matin, et peut-être qu'on y reviendra dans la partie solution. Voilà, l'essentiel de mon propos, c'était vraiment d'essayer de vous montrer que c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine en premier abord, où ça va au-delà du type qui reçoit une liasse pour rendre une information. C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus organisé, c'est international, et il faut vraiment que les États se défendent contre ça, parce que en fait ça mine terriblement la confiance des citoyens dans l'État. Et en fait, progressivement, dans certaines zones d'intérêt pour eux, des organisations criminelles remplacent d'une certaine façon l'État, et en tout cas portent atteinte à la confiance des citoyens dans l'État par tout un tas, et c'est soft, hein, c'est pas des crimes, etc. Mais c'est réel, et ça pose vraiment une menace, je pense, pour l'État de droit. Merci pour votre réponse générale. Pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire et sur des exemples concrets, je vais céder la parole à notre collègue en ligne, Madame la procureure Esposito, pour voir si cette dernière peut justement partager quelques exemples concrets de cas dont elle a eu à connaître en matière de lutte contre la corruption à l'intérieur des réseaux de criminalité organisée en Italie et des réseaux mafieux. Merci, dottoressa. Non si sente l'audio. Non si sente. Non si sente l'audio. Non c'è audio. Mi sentite ora? Sì, ora sì. Sì, perfetto. Avevo chiuso il microfono per ascoltare i correlatori. Allora, dicevo, dal punto di vista tecnico-giuridico, ci sono dei casi di corruzione collegati ai gruppi criminali mafiosi che sono gravi ma che sono banali da indagare. Per esempio ho avuto a che fare con dei doganieri corrotti al porto di Salerno che consentivano al passaggio di stupefacenti che poi sono stati sequestrati al porto di Rotterdam, e in questo quindi vedete che le esperienze giudiziarie con Europol sono sovrapponibili. Ci sono anche all'attualità in Italia dei casi di corruzione di funzionari di polizia giudiziaria che fanno mercimonio del proprio lavoro
riferendo notizie importanti all'organizzazione mafiosa. Ci sono casi di associazioni composte da procacciatori, funzionari delle questure, aziende, avvocati, commercialisti che lavorano, dipendenti comunali che lavorano tutti assieme per far acquisire permessi di soggiorno o passaporti falsi. Questi casi però sono episodi singoli, occasionali. Si tratta di un legame diretto e personale tra il mafioso che corrompe e l'ufficiale che è corrotto. Molto più grave dal mio punto di vista è il caso in cui si crea un vero e proprio comitato d'affari tra l'organizzazione criminale da un lato, gli imprenditori e i dipendenti comunali. C'è un caso importante che ha riguardato un comune della provincia di Napoli in cui da un lato i dipendenti comunali avvertivano gli imprenditori degli appalti, decidevano chi dovesse vincere dietro versamento di tangenti. Dopodiché riferivano al clan chi aveva vinto e fungevano da esattori dell'estorsione per conto del clan. L'imprenditore quindi era da un lato favorito e da un lato era vittima dell'estorsione. E in questi casi il danno per l'economia di mercato, per la libera concorrenza, per la fiducia dei cittadini è molto più grave. C'è una triangolazione di comportamenti illeciti in cui il mafioso fa da garante del rispetto del patto. Ho avuto a che fare anche con un ultimo caso che secondo me è ancora più grave, è l'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso. C'era un aspirante sindaco che si rivolge al boss di un determinato comune dell'Interland napoletano, boss camorristico che in quanto condannato non poteva votare e si accordano. Il boss si impegna a far votare a favore dell'aspirante sindaco tutto il quartiere. L'aspirante sindaco si impegna in cambio a favorire il clan una volta diventato sindaco. Ci si domanda come può una persona convincere altri cittadini a votare per una persona precisa. Il boss lo poteva fare perché l'intero paese era assoggettato dalla paura e dalla omertà. Hanno organizzato pullman, hanno preso le persone dalle case, le hanno messe sui pullman e le hanno portate a votare. In cambio l'aspirante sindaco che ha vinto le elezioni e che era un avvocato penalista, quindi conosceva bene il calibro criminale del suo interlocutore, si era impegnato a riferire di tutti gli appalti, a costruire una cooperativa in cui
prontamente assumere tutti i componenti e gli appartenenti al clan. L'assunzione nella cooperativa era fondamentale perché serviva a far apparire che vi fosse un reddito lecito che poteva quindi essere usato per evitare confische basate sulla sproporzione tra i redditi e i beni. Questi casi, a mio modo di vedere, sono veramente gravi perché in questo caso non abbiamo più un comitato d'affari, ma abbiamo un mafioso che entra nell'amministrazione e che agisce al tempo stesso da pubblico ufficiale e da mafioso e che orienta l'agire della pubblica amministrazione a fini privati e a fini illeciti. Questa è la mafia che diventa nella quale la corruzione diventa sistema mafioso e questo è il fenomeno più grave. Io volevo dire una parola sull'invito che mi è stato dato dal relatore di Europol. Giuro, 2 parole, mi ha chiamata in causa. Effettivamente il sistema italiano nel 2017 di contrasto ai proventi illeciti, accanto alle confische non basate sulle condanne, che noi chiamiamo confisca di prevenzione, ha introdotto altre 2 possibilità per le aziende che sono in odore di mafia. E sono l'amministrazione controllata o il controllo giudiziario. Si tratta di quei casi di aziende che non sono espressione diretta del gruppo mafioso, ma che in qualche modo facilitano il gruppo mafioso o sono in qualche modo consentono o per quote societarie o per determinate attività hanno dei problemi di legalità. In questi casi, queste 2 misure, l'amministrazione giudiziaria della durata di 3 anni oppure il controllo giudiziario, consente allo Stato di mettere il naso nella amministrazione effettiva dell'impresa, nel fare pulizia, nel riportarla alla legalità e restituirla poi alla collettività. In questo modo l'obiettivo è che non si perdano posti di lavoro, che è il rischio purtroppo frequente quando si sequestrano aziende. Merci Madame la procureure pour votre intervention et pour ces exemples très éclairants. Vous parliez à l'instant de l'évolution de la législation italienne et de solutions qu'elle a pu apporter. Du côté d'Eurojust, Monsieur Jamin, quelles sont les perspectives et les propositions que pourrait faire Eurojust pour répondre à la menace que représente ce phénomène criminel? Merci. Alors pour commencer par ce qui est déjà en place, c'est une évidence et Jean-Philippe parlait des succès récents liés à l'interception des canaux de communication encryptés, qui est avec Sky CC et EncroChat sur lesquels en fait Eurojust et Europol ont travaillé véritablement la main dans la main. Le deuxième succès majeur des dernières années en matière de lutte contre la criminalité organisée sur le plan opérationnel, ça résulte le plus souvent en réalité de dossiers de blanchiment. Donc partir des flux financiers illicites transfrontaliers et quelque part les signaux faibles de blanchiment peut être un moyen extrêmement efficace d'agir contre la criminalité organisée. Ça a été le cas notamment il y a quelques années du dossier Polino qui a été véritablement une atteinte majeure au réseau mafieux entre les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie.
un moyen privilégié aussi pour fonctionner sur un dossier international de corruption, c'est de susciter des enquêtes parallèles. Le plus souvent, un ou deux pays n'ont accès qu'à une partie de la réalité, et rencontrer les homologues peut permettre en fait de susciter qu'ils prennent en charge, à leur charge, une partie des mesures d'enquête et pourquoi pas déclencher leurs propres enquêtes. Vous savez que maintenant, avec la Convention du 29 mai 2000, on a des moyens entre autorités judiciaires de spontanément d'échanger des informations qui vont permettre de constituer la base d'enquêtes parallèles. Les enquêtes parallèles de ce type-là, c'est un moyen privilégié pour agir sur le plan international. Bien évidemment, ça peut déboucher sur la constitution d'équipes communes d'enquête, par exemple, qui combinent d'un côté, par exemple, des enquêtes et des poursuites pour corruption, et de l'autre côté, des poursuites pour recel ou pour blanchiment. Tous ces mécanismes existent déjà et ont fait leurs preuves. Il faut les développer. Bien évidemment, Eurojust intervient aussi dans un second temps du dossier pour favoriser notamment la prévention des conflits de compétences. Quand on est confronté à une équipe commune d'enquête qui arrive à son terme, il faut aussi se mettre d'accord pour trouver une solution soit de partage de compétences, soit de dénonciation officielle d'un pays à l'autre. Eurojust peut aussi contribuer à surmonter la plupart des difficultés qui peuvent se poser, qui sont liées soit à l'urgence qu'il y a à intervenir, par exemple pour obtenir le gel ou la saisie de fonds en urgence dans un contexte transfrontalier, la décision cadre ou les certificats de gel qui sont intervenus depuis plusieurs années ont amélioré très largement la situation. Il peut s'agir aussi de surmonter des difficultés d'exécution qui sont pour des décisions d'enquête européennes ou pour des commissions internationales peuvent être par exemple liées aux limites du secret des affaires ou du secret bancaire. Je voudrais juste signaler quelques pratiques un petit peu innovantes qui sont apparues ces derniers temps. Par exemple, dans le cadre de l'équipe commune d'enquête. L'équipe commune d'enquête, c'est une formule qui est assez souple et qui permet la participation non seulement des autorités nationales, mais aussi des agences comme Europol et Eurojust, et au-delà, par exemple, d'autorités administratives telles que l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, qui est l'autorité administrative et des irrégularités commises. On a quelques expériences opérationnelles à Eurojust de participation de l'OLAF aux équipes communes d'enquête qui permet en fait d'avoir une sorte de continuité entre la détection du phénomène de corruption et l'enquête pénale et la poursuite. Il y a un nouvel acteur ces dernières années, c'est le parquet européen. Je voudrais juste signaler que Eurojust et le parquet européen travaillent ensemble sur des dossiers opérationnels, aussi bien sûr. Et par exemple, Eurojust maintenant facilite la constitution d'équipes communes d'enquête avec la participation du parquet européen. Je vais laisser Jean-Philippe, qui avait prévu de parler aussi de la directive européenne qui est en cours de négociation. Je vous parlais tout à l'heure de l'image un peu fragmentée de ces conventions et de ces textes internationaux et européens. Cette directive qui a été déposée l'année dernière par la Commission est en cours de discussion à Bruxelles pourrait contribuer à réaliser cette unification législative avec un seul instrument dans toutes les formes de corruption, avec une large définition notamment de l'agent public, qui permettrait aussi d'éviter cette casuistique qu'on trouve dans les instruments internationaux. Ainsi que mais aussi, par exemple, l'application des techniques spéciales d'enquête en matière de corruption est aussi pratique. Du côté d'Eurojust, je voudrais juste signaler une initiative récente qui nous a été confiée, qui nous a été demandée par le Conseil des ministres de l'Union européenne, c'est d'établir un nouveau réseau de magistrats spécialisés, le réseau judiciaire européen en matière de lutte contre la criminalité organisée. La réunion inaugurale a eu lieu en septembre dernier, et je la signale parce que
Il y a déjà de multiples initiatives en matière de lutte contre la criminalité organisée. Eurojust, par exemple, a des groupes de spécialistes, de praticiens spécialisés en matière de recouvrement des avoirs, en matière de traite des êtres humains, en matière de trafic de migrants. Mais il nous manquait, sur le plan judiciaire, une instance qui permette de regrouper des magistrats spécialisés dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée. Et ça permettrait notamment d'avoir une instance d'impulsion véritablement judiciaire pour avoir une action plus proactive en matière de lutte contre les réseaux criminels organisés. Et comme ce réseau, quelque part, couvre un champ très large, il devrait permettre, pour le moment, l'accent sera mis sur la première partie sur le trafic de stupéfiants, et bien évidemment, la corruption constituera à l'avenir l'un des domaines dans lesquels, sous ce vocable ce concept de réseau spécialisé en matière de criminalité organisée, d'aborder aussi la réalité de la corruption. C'est intéressant cette initiative parce que, quelque part, c'est indirectement au niveau européen qu'on pourrait susciter une exigence de spécialisation et de compétences étendues au niveau national. Et un point qui était évoqué par notre collègue italienne, quelque part, si on a un réseau de magistrats spécialisés au niveau de l'Union européenne, peut-être que ça suscite, que ça appelle aussi au niveau national qu'on repense l'organisation judiciaire de lutte contre la criminalité organisée. Merci. Je vous remercie, M. Germain, pour ces perspectives très intéressantes et pour cette idée effectivement d'un réseau judiciaire européen en matière de criminalité organisée. Et je cède la parole à M. Lecouf pour qu'il nous parle effectivement des solutions qu'il abordait tout à l'heure sous l'angle opérationnel de ce que Europol peut apporter par rapport à cette menace. Oui, merci. Je vais commencer un peu en entonnoir par évoquer d'abord au niveau de l'Union européenne. Donc j'évoquais le SOCTA de 2021. Bon, suite à ce SOCTA, il y a une stratégie de l'UE pour lutter contre la criminalité organisée 2021-2025. Cette stratégie qui est un instrument très souple, que les États membres suivent ou pas beaucoup, mais elle prenait en compte le sujet de la corruption comme étant, et elle liait clairement en fait la criminalité organisée et les sujets de corruption, en particulier. Elle évoquait l'approche pluridisciplinaire qui est indispensable pour vaincre ces sujets. C'est pas seulement un sujet je dirais de police ou de justice, la lutte contre la corruption, c'est un sujet qui doit intéresser en fait toutes les parties, tous les ministères et toutes les parties de l'administration. C'est ce que fait l'AFA, je pense, qui a une vocation très largement interministérielle, justement parce que le sujet n'est pas un sujet uniquement judiciaire ou law enforcement, il est un sujet plus large et c'était bien réaffirmé dans cette stratégie. Il y avait, je dirais, c'était plutôt déclaratif, mais en soutien à tous les organismes de lutte contre la corruption, le fait qu'il fallait qu'il y en ait dans tous les gouvernements nationaux, etc. L'UE avait aussi renforcé ses engagements auprès de la Convention des Nations Unies contre la corruption, avec les pays du G20 aussi. C'est des sujets qui reviennent régulièrement. Pour des opérationnels comme nous, ça n'a pas une influence, je dirais, déterminante, mais enfin, ça prouve que c'est pris en compte. Ce qui est plutôt intéressant peut-être à commenter, c'est que dans le cadre de cette stratégie, en 2023, la Commission a proposé un texte, une directive anticorruption, dans laquelle il y a beaucoup d'éléments, alors qui est encore en discussion, mais dans laquelle il y a beaucoup d'éléments très intéressants, en particulier des définitions des infractions de corruption, pour y inclure des éléments qui n'y sont pas aujourd'hui, comme le trafic d'influence,
le détournement ou l'abus de fonction, etc. Je ne vais pas vous faire toute la directive, mais il y a quand même des choses très intéressantes dans ce domaine-là. Il y a des choses intéressantes dans l'harmonisation et le renforcement des sanctions au niveau européen, dans toute l'UE. Ça inclut également des mesures préventives renforcées pour favoriser une culture d'intégrité à l'échelle de l'Union européenne. Il y a aussi clairement dans la directive un appel aux États membres pour favoriser l'application de la loi, donc les dossiers policiers, judiciaires, grâce à l'utilisation d'outils d'enquête et de poursuite plus robustes et plus efficaces. Donc on va dans le sens quand même qu'on disait, et je ne doute pas, elle proposait aussi d'établir un réseau anticorruption pour soutenir une action cohérente de tous les États membres. Et enfin, elle prévoit aussi, cette directive, un régime de sanctions au niveau européen, avec des gels d'avoirs et possiblement des interdictions de voyage pour des personnes qui seraient dénommées. Aujourd'hui, on a un régime de sanctions au niveau européen qui existe, mais qui est essentiellement basé sur des données géopolitiques. Et là, on s'attaque ce que les États-Unis font déjà depuis longtemps. Ils mettent des personnes sous sanction. Vous ne pouvez pas travailler, les banques ne peuvent pas travailler avec ces personnes, tout ce qui est relié à ces personnes-là, etc. Ça progresse au niveau de l'UE, mais c'est certainement une direction dans laquelle il faudra aller. Au niveau d'Europol, je mentionne aussi, parce que c'est un petit peu en marge, mais il y a une directive aussi qui va bientôt sortir sur la directive confiscation, qui va faciliter aussi les confiscations dans tous les domaines, mais en particulier aussi dans le domaine de la corruption, en donnant des pouvoirs élargis, en particulier aux bureaux chargés d'identifier les avoirs criminels, pour les geler très rapidement, pendant une période courte, avant l'intervention du judiciaire. Parce que souvent, en fait, le délai d'intervention du judiciaire fait que les capitaux partent. Donc c'est des sujets qui vont avoir une influence aussi sur ce sujet-là plus généralement. À Europol, quelle est la réponse sur ces questions de corruption? Alors, depuis 2020, Europol a créé un centre spécialisé, le Centre européen de lutte contre la criminalité économique et financière. Non pas qu'on n'en faisait pas avant, mais c'était intégré dans un centre plus large qui traitait de la crimorgue. On l'a isolé comme un élément particulier et on y a affecté des moyens. Et dans ce centre, qu'on appelle EFEC entre nous, c'est l'acronyme anglais, on a inséré un projet d'analyse, comme on dit chez nous, dédié à la lutte contre la corruption. Donc il y a une équipe de spécialistes à Europol qui ne travaille que sur ces sujets de corruption et qui soutient en fait les investigations des États membres dans leurs enquêtes et dans leurs opérations anticorruption. À mentionner, et Vincent le disait bien, c'est que souvent quand même ces sujets-là sont plutôt traités dans le cadre national et il y a une espèce je dirais pas de tabou, mais on n'aime pas trop en parler. Déjà au plan national, alors si c'est pour aller exposer ces turpitudes au plan international, c'est encore moins. Donc je pense que là il y a quelque chose à vaincre et ce colloque, je pense, y participe. Il faut en parler, il faut le dire, ça fait partie de la prévention, ça fait partie, et quand il y a besoin de soutien, quand les dossiers sont internationaux, il ne faut pas hésiter à venir à Europol, à Eurojust, pour partager les dossiers quand il y a lieu de le faire. Cette petite équipe, elle a déjà, depuis de l'année, soutenu une quinzaine d'opérations. Elle a produit aussi un peu plus de presque 60 rapports opérationnels sur des sujets de corruption divers. On a en particulier, ça je pense que c'est intéressant, installé
on a un réseau protégé, chiffré de communication entre les forces de police qui s'appelle Siena, qui est bien connu. Et on a décidé l'année dernière de monter un Siena spécifique pour la lutte contre la corruption. Parce que ça ne peut pas passer par le canal dans lequel on échange tout le reste des informations. On avait un canal Siena CT, contre-terrorisme. On a maintenant un canal dédié Siena corruption pour créer de la confiance, pour le partage de l'information, parce que je pense que c'est important. On ne veut pas exposer évidemment des données qui arriveraient au milieu de messages qui concernent d'autres domaines criminels qui sont moins pointus et moins importants. Et je pense que ça, c'est de nature à créer une forme de confiance entre les équipes d'enquête. On a aussi organisé 2 conférences sur la corruption au sein des forces de l'ordre en 2023 et 2024. On s'est dit qu'il fallait commencer par nous et à se regarder d'abord dans le blanc des yeux. Donc on l'a fait. On en organisera une en 2025 où on étendra le champ. Et ce matin, en écoutant les divers intervenants dans les tables rondes, il m'est venu plusieurs idées pour en parler, en particulier autour de la prévention peut-être, etc., où je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Parce que ça a été dit ce matin, hein, la prévention, la détection et l'enquête, je crois que c'était ce que disait le garde des Sceaux, je pense que c'est un bon angle, c'est un bon triptyque en tout cas pour travailler. On n'est pas nous au cœur de tout, mais on doit se parler. Parce que ce qu'on voit dans les enquêtes peut servir à la prévention, etc. Moi, je crois beaucoup qu'il faut en parler, effectivement, que c'est un sujet important, comme je le disais tout à l'heure. Il faut aussi s'organiser. Quand on a produit le rapport sur les ports du nord de l'Europe, qui a servi à la sensibilisation de la question des points d'entrée, on a découvert, par exemple, et on est allé assez dans le détail, sur la façon dont les containers étaient bougés dans le port de Rotterdam avec des clés. Bon, je vois que vous voyez bien de quoi je veux parler, hein, avec des codes, etc. En fait, dans les process qu'on met en place, il y a tout un tas de process qu'on peut mettre en place pour éviter la corruption, pour que l'agent ne soit pas en situation de pouvoir être corrompu parce qu'il n'a pas seul, à lui seul, c'est un peu le principe de la double clé si on pense à quelque chose, voilà, et je pense que dans les process c'est vraiment important. On parlait de l'accès aux fichiers, vous en parliez, Madame, pour l'inspection générale de la police nationale. Je pense aussi que là, il y a sur les droits d'accès, sur le nettoyage un peu régulièrement des droits d'accès, sur, vous parliez des algorithmes qui peuvent être mis en place à partir du moment où on a des profils, etc. Il y a des choses à faire sur les accès aux fichiers pour que non seulement on ait de la traçabilité, ce qu'on a à peu près sur tous nos fichiers, mais qu'on ait aussi une espèce de monitoring qui fait que quand un événement, je dirais, qui sort de la norme arrive, on ait une alerte qui arrive, un pop-up, comme on dit, boum, qui sort à l'écran et on se dit, ah tiens, il y a un truc à vérifier. Peut-être il n'y a rien derrière, peut-être il y a quelque chose. Mais on sait que quand on consulte les fichiers, on doit être dans une norme, voilà, il doit y avoir un certain nombre de critères. Et quand ces critères ne sont pas remplis, on peut avoir un pop-up. Voilà. Donc je crois beaucoup à ça, à la prévention, à l'organisation, à réfléchir à nos process pour mettre à l'abri nos personnels du risque de la corruption, parce que le crime organisé, lui, il regarde et à chaque fois qu'il voit un interstice, un trou, il va aller dedans en usant soit de la violence, soit de la corruption, soit pire de la combinaison des deux. Merci. Merci, Général. Je ne sais pas si vous avez des questions pour nos intervenants. Y a-t-il des questions dans la salle?
S'il n'y a pas de questions, je vais remercier tout d'abord Madame la procureure antimafia, Liana Esposito, en ligne pour avoir suivi cette journée de travaux avec nous, en tout cas c'est début d'après-midi. Merci à vous. Merci. Et je remercie bien évidemment nos deux interlocuteurs sur site, à savoir Monsieur Jamin et le général Lecouf. Merci beaucoup.